Bonjour, nous allons vous présenter notre PSE intitulé Étude de la mécanosensibilité de la bioluminescence des Pyrocystis lunula. Notre projet s'intéresse à un petit organisme que l'on trouve dans les eaux tempérées et que l'on nomme Pyrocystis lunula. Ce micro-organisme aquatique et unicellulaire fait partie d'une grande famille d'eucaryotes, les dinoflagellés ou dinophytes. Un certain nombre d'espèces de dinoflagellés présentent une singularité spectaculaire, la bioluminescence. Afin de comprendre davantage le mécanisme de bioluminescence chez ces petits planctons, nous nous sommes concentrés sur l'espèce des Pyrocystis lunula. Dans le monde animal, la bioluminescence est souvent mécanosensible, comme vous pouvez le voir sur ces vagues. À l'échelle cellulaire, la mécanosensibilité est l'aptitude d'une cellule à répondre à la déformation extérieure de sa membrane plasmique. Pour comprendre comment la déformation d'une membrane plasmique peut conduire à l'émission de la lumière, zoomons un peu sur notre ami Pyrocystis lunula. Les scintillons sont des organites spécialisés dans la production de lumière. Vous le voyez ici. Ils contiennent une luciférine, comme vous le voyez en bas à droite, et une enzyme luciférase, LCF, qui oxyde la luciférine libre à la suite d'une déformation de la membrane plasmique, comme vous le voyez en haut à gauche, de la cellule. C'est le phénomène de mécanotransduction, encore assez mal connu dans notre cas. Cette oxydation est chimiluminescente et elle émet un photon de 490 nanomètres. Les Pyrocystis lunula possèdent une carapace cellulaire particulièrement épaisse et rigide, entre autres composée de cellulose. L'objectif de notre projet était de déterminer si la forme et la composition de la membrane de nos cellules avaient une influence sur leur bioluminescence. Comme la bioluminescence est déclenchée par une déformation de la membrane, nous nous sommes demandé si modifier la composition de la membrane extracellulaire des cellules et leur forme pouvait avoir une influence sur ce phénomène. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux sphéroplastes. Les sphéroplastes, comme vous le voyez sur la slide, sont des cellules dont la couche externe en cellulose a été retirée ou altérée. Notre objectif était donc de modifier d'une manière ou d'une autre la membrane extracellulaire de notre cellule et de mesurer ensuite la bioluminescence des cellules modifiées en les comparant à celles des cellules wild type. À notre connaissance, cette question n'a jamais été posée comme telle. La première étape de notre démarche a été la gestion de la culture des dinoflagellés. Nous avons commandé les lunula et leur milieu de culture, proche de l'eau de mer et contenant des nutriments. Nous avons cherché la concentration optimale de lunula dans le milieu qui leur convenait le plus pour se reproduire et qui nous permettrait ainsi de réaliser nos expériences. Après plusieurs tentatives de dilution de la bouteille initiale, nous avons observé qu'une dilution de 3/4 permettait aux organismes de se reproduire rapidement et d'atteindre une concentration suffisante pour nos manipulations, où les cellules s'illuminent beaucoup lorsqu'elles sont secouées, c'est-à-dire une concentration de 10 puissance 6 cellules par litre. Pour maintenir la population à peu près constante et utiliser les lunula, nous les avons nourris toutes les 2 semaines en remplaçant 1/10 du volume des cultures. Nous les avons également repiqués régulièrement afin de créer plusieurs cultures à manipuler. Les Pyrocystis lunula possédant un rythme circadien, leur bioluminescence est maximale à la 3e heure de leur nuit. Nous avons donc dû inverser leur cycle jour-nuit par rapport à leur cycle naturel. Pour que ces horaires concordent avec nos heures de manipulation, nous avons installé un programmateur électrique permettant d'allumer une ampoule pendant 12 heures. Nous avons également construit une boîte noire que vous voyez à droite de l'écran, recouverte d'un drap occultant pour rendre les conditions jour-nuit les plus ressemblantes possibles. Selon le protocole décrit par Ilya Pozdniakov, nous avons réalisé une solution de 2,6 dichlorobenzonitrile, ou DCB, dans du DMSO. À partir de cette solution, nous avons réalisé différentes cultures avec des proportions variables de DCB. La difficulté étant d'adapter les proportions proposées dans le protocole à nos expériences. Nous nous sommes arrêtés sur 250 microlitres de DCB dans nos cultures. Au-delà de cette valeur, elles mouraient, et en dessous, nous n'observions aucun changement. Nous avons aussi joué sur le temps de contact avec la solution de DCB, et la moyenne pour que les cellules soient vraiment affectées était de 3 jours. Une fois la durée terminée, nous les remettions au milieu de culture. Afin de vérifier la bonne formation des sphéroplastes, nous avons découvert un test plutôt efficace, quoique non quantitatif, l'éosine. L'éosine est un marqueur de couleur rouge qui vient colorer toute matière organique qu'elle rencontre. Normalement, elle sert à améliorer le contraste au microscope. Nous nous sommes rendus compte que l'éosine ne colorait pas l'intérieur de nos cellules, comme si elle était bloquée par la carapace en cellulose. Nous avons testé l'éosine sur des cellules traitées, et l'intérieur est devenu rose. C'était donc pour nous un test rapide et facile
pour savoir si nos sphéroplastes étaient formés et dans quelles proportions. A noter qu'on ne dépasse jamais 10% de sphéroplastes formés. Nous remarquons rapidement que les sphéroplastes ne sont pas des sphères et que la forme initiale est globalement gardée, ce qui pourrait indiquer que la couche externe n'est pas entièrement dégradée. Elle n'est pas entièrement faite de cellulose. Cependant, il y a une vraie différence au niveau de l'organisation interne. Nous voyons que l'intérieur est bien organisé, notamment quant à la répartition des scintillons et des chloroplastes dans la cellule. Pour étudier la mécanosensibilité des Pyrrhocystis lunula, il nous fallait élaborer des expériences pour exercer une contrainte sur les cellules. Les montages à considérer doivent également permettre de mesurer l'intensité lumineuse émise par les lunula quand elles sont soumises à ces contraintes. Le montage doit donc être le plus transparent possible. Nous avons pensé à plusieurs montages. Sur la gauche, nos premiers montages en forme de presse. Nous avons réalisé des puits en plexiglas dans lesquels nous coulions du gel d'agarose, low melting, contenant les lunula. Grâce à des ressorts, nous appuyons sur la surface supérieure du gel pour induire la bioluminescence. Cette méthode présente cependant plusieurs désavantages. Il nous faut couler le gel chaud et y incorporer les lunula sans les tuer, et l'intensité lumineuse perçue était très faible. Nous avons donc fabriqué un deuxième type de montage, un montage en écoulement, que vous voyez sur la gauche en forme de bouteille. Ce montage permet d'obtenir une intensité lumineuse bien plus importante et de suivre l'illumination des lunula en direct avec une caméra. Le montage est une superposition de 3 plaques rendues étanches et formant un moule en forme de bouteille. Pour mesurer la bioluminescence, on introduit un volume de lunula dans leur milieu de culture dans une seringue, on place le montage dans le noir et on injecte les lunula dans le moule préalablement rempli d'eau de culture. Le tout est enregistré à la caméra. Le problème principal de cette méthode est la faible reproductibilité des expériences. Nous devions injecter à la main. Il y avait donc beaucoup de variations dans la vitesse d'injection, malgré toute notre bonne volonté. Le deuxième souci rencontré est l'écoulement turbulent qui s'installait dans la bouteille, rendant l'étude de l'écoulement théorique très compliquée. Ainsi, nous avons effectué ces expériences pour des organismes sains et des organismes traités au DCB sous forme de sphéroplastes. Nous allons à présent vous présenter 2 vidéos de nos expériences. La première sur les cellules wild type et la deuxième sur les cellules traitées par le DCB selon le protocole présenté ci-dessous. Nous avons ensuite exploité ces vidéos sous la forme de séquences d'images traitées sur Imagy. Pour chacune des séquences, nous traçons un z-axis profil qui affiche la moyenne des niveaux de gris de tous les pixels d'une région d'intérêt pour chaque image de la séquence. La même région d'intérêt a été choisie sur chacune des séquences. Nous avons ensuite fait la moyenne de ces z-axis profil sur nos séries d'expériences avec des cellules saines à gauche et des cellules traitées par le DCB à droite. Nous avons donc 2 graphes pour comparer l'intensité lumineuse de ces 2 types de cellules. Nous intégrons les courbes et nous obtenons l'intensité totale lors de la durée des expériences. Nous obtenons 412,4912 pour les cellules saines et 5,8181 pour les cellules traitées. Nous allons maintenant discuter des résultats obtenus. Nous voyons donc que l'intensité lumineuse est bien plus faible dans le cas des cellules traitées par le DCB par rapport aux cellules saines. L'intensité lumineuse dure aussi plus longtemps pour les cellules saines, ce qui se traduit bien par les valeurs des intégrales. Les 2 cultures utilisées pour cette expérience sont issues de la même culture d'origine, dont la concentration en cellules est stabilisée à 4 × 10 puissance 6 cellules par litre. Cette différence d'intensité ne dépend donc pas, a priori, d'une différence de concentration initiale. De plus, nous avons toujours mis en œuvre notre expérience entre 14h et 16h. Nous avons pu vérifier que de nombreuses cellules se régénèrent quelques jours après le retrait du DCB de leur milieu, comme vous pouvez le voir sur la photo. Seulement, nous n'avons pas eu le temps de réellement compter les cellules à chaque stade de l'expérience. Et il se pourrait qu'une partie survive, mais qu'une autre partie meure, ce qui impliquerait une baisse de concentration. Cette hypothèse qui ne nous plairait pas est pourtant plausible, car nous avons remarqué un certain nombre de morts cellulaires dans nos échantillons expérimentaux. Ce serait donc une piste à explorer afin de l'écarter définitivement. Car en effet, cela n'explique pas tout. Nous avons tout de même presque divisé l'intensité intégrée par 100. D'après l'article de Ilya Pozdniakov, nous savons que le DCB n'affecte pas les canaux ioniques calciques des dinoflagellés. Nous pouvons donc en déduire que la baisse de bioluminescence n'est pas due à une obstruction des courants ioniques de la cellule. Ainsi, l'hypothèse de l'impact physique de la disparition de la membrane en cellulose
sur la mécanotransduction, dont le mécanisme de bioluminescence est plausible. Cependant, la littérature ne nous donne pas assez d'éléments sur le mécanisme pour pouvoir conclure. Nous vous remercions pour votre écoute.